On est le dimanche 3 mars 2019 à Île-Rousse, c'est une petite commune du littoral de Balagne en Corse. Il est 11 h du matin et les fenêtres sont ouvertes. On est dans une résidence et Maryse regarde la messe à la télévision comme tous les matins. Soudainement, cette dame va entendre un énorme bruit, comme un bruit de pétard. Elle sort de chez elle pour aller voir ce qui se passe. Il y a des bruits de meubles, il y a des cris. Maryse s'aperçoit que ce bruit provient de l'appartement qui est juste au-dessus. Elle arrive devant la porte de sa voisine du dessus qui s'appelle Julie. La porte est bizarrement entrouverte et elle va comprendre tout de suite que quelque chose s'est passé, un drame s'est produit. Elle sent qu'il est arrivé quelque chose. Elle pénètre dans l'appartement et là c'est la stupeur. Il y a des taches de sang au sol, dans le salon, dans l'entrée. Elle va pénétrer, faire mètre après mètre et découvrir le corps gisant de sa voisine Julie qui est sur le balcon, le dos contre le sol, qui nage dans une mare de sang. Elle est allongée sur son balcon, elle est légèrement en diagonale. Maryse va immédiatement appeler le SAMU et la gendarmerie de l'Île-Rousse. Rapidement, la question se pose, qui a tiré sur cette mère de famille sans histoire et sans problème? Qui a pu lui en vouloir au point de lui donner la mort? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement? Pourquoi ça s'est déroulé ainsi? C'est un crime sanglant qui va remuer toute la Corse. Julie naît le 20 octobre 1984 dans la petite ville de Vaires-sur-Marne, en région parisienne. Je suis tombée enceinte, c'était le plus beau jour de ma vie. Ce qu'on avait dit, si c'est une fille, c'est toi qui donnes le prénom, si c'est un garçon, c'est moi. Je me suis dit, je vais l'appeler Amour, que c'était l'amour de ma vie, hein, ça fait clair et net, mais le gynécologue qui a accouché Violette, c'est un ami, et c'est là qu'il m'a dit, mais tu sais, Lucien, c'est très dur à porter. J'ai dit, oui, mais quand même, c'est ce que je veux. Il m'a dit, oui, mais plus tard, peut-être que ça va être dur, et finalement, je l'ai appelée Julie. Et elle était belle, c'était le plus beau des bébés, quoi. J'ai été le papa poule parce que elle était tellement gentille, tellement mignonne. Elle avait tout le temps le sourire, elle allait partout. Donc il s'est créé, comme je pense qu'il se crée dans toutes les familles, entre un père, un papa et une petite fille, quelque chose de fort. Julie a 2 ans quand Jordan va naître, son petit frère, et pour la famille c'est vraiment un grand événement. Et aussi pour Julie qui est ravie d'accueillir son petit frère qui est très enthousiaste. En grandissant, Julie se révèle être une petite fille enjouée et très sociable. Julie, je la rencontre, j'ai 8 ans, on est ensemble à l'école primaire et c'est tout de suite le coup de foudre. On devient amis d'école, on fait de la gym ensemble, on habite le même quartier. Julie, depuis toute petite, je sais pas, elle avait un truc, elle était très solaire, toujours souriante, toujours dynamique, souriante. C'est une fille extraordinaire, gentille, pétillante, toujours positive. C'est l'amie que tout le monde rêve d'avoir. C'est une fille sage, enthousiaste, qui travaille bien. Elle a des bonnes notes à l'école, elle va entrer en fac, elle va faire une fac de biologie, ça va très bien réussir. En 2005, Julie a 19 ans et un rêve, intégrer la police scientifique. La jeune femme se lance alors corps et âme dans la préparation du concours. Je pense que le fait d'avoir vu des séries à la télévision lui a donné un peu cette envie de percer tous ses secrets. Elle veut résoudre des enquêtes, elle veut aller sur des scènes de crime pour relever des détails et ce genre de choses.
Et elle va passer ce concours avec l'intime conviction qu'elle peut y arriver. Elle s'entraînait, elle prenait des sacs de terreau, elle courait dans le jardin parce qu'il fallait faire des épreuves. Elle s'entraînait pour. Malheureusement, les choses ne vont pas vraiment se passer comme elle l'aurait espéré, vu qu'elle échoue ce fameux concours et d'un coup tout s'arrête, son rêve vole en éclats. Elle voulait faire un break d'une année parce qu'elle avait envie de changer ses idées, mais encore une fois, je lui dis tu peux, mais tu restes pas à la maison à rien faire. Et à l'été 2006, la jeune femme décroche une belle opportunité. Il va y avoir cette proposition de travail en Corse, à Calvi, en tant que serveuse dans un bar-restaurant. Les vacances d'été, on allait en Corse, donc ses premiers pas, elle les a fait là-bas. Sa première dent, elle a fait là-bas. Je veux dire, pour nous, la Corse, c'était... Nous, on adorait la Corse. Elle s'envole pour la Corse et elle devient du coup serveuse dans ce bar, dans un cadre de rêve, un environnement propice, c'est la fête, il y a des gens de son âge, c'est tout ce dont elle rêvait finalement. Elle est dans son élément, c'est-à-dire qu'elle aimait le contact. Donc elle servait des gens, elle parlait avec les gens, le soir elle était avec ses amis qui étaient avec elle, où elle travaillait, donc tout allait bien. Alors voilà, c'est le rêve, je suis sa vie sur les réseaux sociaux. Elle poste des photos de l'île de beauté qui est incroyable. Je pense qu'elle a une vie extraordinaire. Elle est très souvent convoitée par des hommes lorsqu'elle sort, et c'est évidemment le cas également à Calvi. Mais parmi tous ces prétendants, il y en a un qui se dégage plus qu'un autre. Il s'appelle Bruno et ça va être le coup de foudre entre eux. Au fil des semaines, une relation fusionnelle se crée entre eux. Elle nous dit, j'ai rencontré quelqu'un, il s'appelle Bruno, il est un peu plus âgé que moi, elle avait 21, il en avait 29. À la fin de son travail, elle nous appelle et elle nous dit j'ai décidé de rester en Corse et de vivre avec lui. Quand j'ai rencontré mon mari, c'était pareil, je l'ai rencontré dans un lieu de vacances, à Bormes-les-Mimosas, et du premier jour à maintenant, ça fait plus de 43 ans, on s'est jamais quittés. Et on s'est dit avec Lucien, finalement, les chiens ne font pas des chats. En octobre 2006, Violette et Lucien rencontrent enfin leur futur gendre. Et ce jour-là, je m'en souviendrai tout le temps parce que c'était le jour de ma fête. Donc le 5 octobre, il arrive. Julie, elle est toute heureuse, elle est anxieuse et excitée. Elle nous le présente, lui il arrive avec un bouquet de fleurs, parce que je lui ai dit que c'était ma fête. Mais il était vraiment charmant, intentionné, on allait au restaurant, on se battait pour payer. C'était le prince charmant, c'était presque le gendre idéal. Julie est contente parce que le fait que sa famille confirme cette relation, et elle a plein de projets et elle veut vraiment construire quelque chose de solide avec cet homme-là, avec Bruno. 1 an et demi après, elle est tombée enceinte. Quand elle nous l'a annoncé, j'étais heureuse. C'est tôt quand même, mais j'étais heureuse pour elle parce qu'elle était hyper contente. Je suis super contente pour elle parce qu'elle est épanouie encore plus qu'avant. On la sent vraiment heureuse sur ses photos. Et 2 ans plus tard, la famille s'agrandit à nouveau avec la naissance d'Anthony. Je sens vraiment qu'elle vit une vie épanouie, qu'elle est heureuse dans sa vie de femme, qu'elle est heureuse avec Bruno. Elle vit son rêve de maman. Elle était pire que moi, c'était une maman poule, ses enfants. Elle a tout fait pour eux. On voit un couple uni. On est chez eux, on plaisante, on rigole avec les enfants. Voilà, on partage vraiment une vie de famille. Et ça, c'est super important. À ce moment-là, tout semble parfait. Julie est heureuse, elle est maman de 2 enfants, elle est avec Bruno, de qui elle est toujours éperdument amoureuse. Et malgré ça, le vent va un peu tourner dans la maison. Il va y avoir un changement dans le comportement de Bruno. Bruno va montrer un visage beaucoup plus sombre qu'à ses débuts.
En 2011, peu de temps après la naissance d'Anthony, alors que la famille de Julie lui rend visite, ses parents remarquent un changement de comportement de la part de son compagnon, Bruno. Il nous ignore déjà, c'est-à-dire qu'il n'est plus aussi gentil, il n'est plus aussi avenant. On va manger au restaurant, il vient pas. On va se promener, il vient pas. On va à la plage, il vient pas. On ne comprenait pas, alors qu'avant, on a été faire une balade en bateau, on a passé une journée à pique-nique, on a pêché des oursins, voilà, quelque chose qui était super. Je disais à Julie, mais il y a quelque chose, on a fait quelque chose de mal, je sais pas, parce qu'on peut avoir fait quelque chose. Elle fait non, mais il est fatigué, il travaille toute la journée, il n'a pas très envie de parler. On s'est dit, bon, c'est passager, c'est comme tous les couples, hein, ça arrive. Puis comme elle disait jamais rien et qu'elle avait toujours le sourire, on ne savait pas comment faire. On était là pour Julie, les enfants, lui ne voulait pas parler, tant pis. Hein. Mais au fil des étés, la relation entre les parents de Julie et son compagnon va se tendre. Violette et Lucien sentent qu'ils ne sont plus les bienvenus. Il fallait que la maison soit impeccable, qu'il n'y ait pas un grain de sable, qu'il n'y ait rien du tout dans la maison. Puis il y a eu aussi l'anecdote où je suis rentré de la plage avec Julie, avec les sacs de plage, et que en rentrant, il y avait du sable partout, et ce monsieur était là en train de nettoyer, et que je me suis fait déchirer. On n'est pas à Dubaï, on n'est pas au Club Med, le sable, là. Donc j'ai pris mes sacs, j'ai mis sur le balcon. Julie est arrivée derrière, elle en a pris plein la tête. Et là, je me suis dit, ça va pas, ça va pas. Donc arrivé un moment, on s'est dit, c'est bon, c'est pas la peine d'être mal à l'aise où on est. Et on a décidé de prendre un petit hôtel à l'Île-Rousse, et puis de passer des vacances comme ça. Tout le monde comprend que ça va mal dans le couple. Certains espèrent que c'est juste un moment noir, mais en fait, on est loin de se douter que c'est beaucoup plus grave que ça. Pourtant, le 27 septembre 2018, après 12 ans de relation, Julie finit par craquer. Il y a un épisode qui marque un tournant, je pense. C'est cet épisode de violence à table. On est en fin de journée, Julie a cuisiné un plat de riz et sans vraiment de raison valable, Bruno va piquer une crise de colère. Il va se mettre dans un état incontrôlable et il va s'en prendre à Julie. Il va se lever et il va littéralement vider le plat de riz sur le visage de sa compagne. Bruno met Julie dehors devant les enfants et lui demande de ne plus rentrer, sauf que cette fois-ci, elle ne rentrera vraiment pas. C'est la fois de trop, c'est la dispute de trop, et c'est ce jour-là qu'elle décide de le quitter. Elle ne peut plus supporter ça, ni pour elle, ni pour ses enfants, et elle comprend que le danger, il est imminent. Pour la première fois, elle va appeler ses parents et elle va leur expliquer. Violette et Lucien se souviennent encore de ce jour où Julie s'est confiée à eux. C'est là qu'elle nous a avoué que il la frappait, les coups, il adorait lui tirer les cheveux pour la rabaisser, pour la mettre par terre. On se demande, mais attends, c'est un film, ouais, c'est une histoire qu'on me raconte, non, c'est l'histoire de ma fille, c'est ce qu'a subi ma fille. Elle nous raconte tout ça, mais nous, je dis, mais Julie, il faut partir. Elle fait, maman, je peux pas partir, je vais où? J'ai dit, mais tu rentres. Elle dit, il est hors de question, je n'abandonnerai jamais mes enfants. Donc j'ai pris l'avion le lendemain ou surlendemain, et puis après je l'ai pas quitté. Pendant 3 mois, Lucien reste aux côtés de sa fille, en Corse, afin de l'aider à se reconstruire. Rapidement, Julie trouve un appartement à l'Île-Rousse, mais ses enfants, eux, vivent toujours chez leur père. On a l'impression qu'elle respire mieux, Julie, à compter de cette séparation. En effet, elle travaille, elle voit ses amis, elle fête son anniversaire. Elle avait repris un peu de poids, elle était mieux. J'ai retrouvé ma Julie d'avant.
Elle se dit qu'elle sort petit à petit de l'emprise de son compagnon et elle va même jusqu'à accepter l'amour dans sa vie puisqu'elle rencontre un homme qui va lui apporter des jolies soirées romantiques, des mots doux, des mots tendres qu'elle n'avait plus depuis des années. Donc Julie est heureuse et épanouie et rien ne présage ce qui va arriver. Au domicile de Julie, les secours tentent de réanimer la jeune femme qui vient d'être découverte, agonisante, sur son balcon, par sa voisine. Il y a un massage cardiaque qui est mis en œuvre par les pompiers. Les premiers soins sont apportés à Julie. Et en dépit de toutes les tentatives, ils ne vont pas réussir à la ramener. Julie, qui semble avoir reçu plusieurs balles, succombe à ses blessures. Immédiatement, des recherches sont lancées pour retrouver son agresseur. Mais dans le même temps, un homme se présente à la gendarmerie de l'Île-Rousse. Il y a un homme qui pousse les portes de la gendarmerie de l'Île-Rousse et qui va, d'un ton extrêmement paniqué, déclarer qu'il a tué son ex-compagne. Il a en main une boîte à chaussures dans laquelle se trouve l'arme du crime et il dit au gendarme qui est derrière ce comptoir ce qui vient de se passer, c'est moi qui l'ai fait. Il sera placé en garde à vue et les enquêteurs vont faire le lien assez rapidement entre la présence de cet homme et le coup de téléphone de Maryse quelques minutes plus tôt. Ils vont comprendre que les deux événements sont liés. Et on va s'apercevoir que c'est Bruno, donc le mari de Julie qui vient d'avouer son crime. À la gendarmerie de l'Île-Rousse, la garde à vue de Bruno débute. Bruno, c'est quelqu'un qui est assez connu dans la région où il habite, en Corse. C'est un homme qui aime bien frimer, qui aime bien manifester sa virilité, notamment il roule en belle voiture. Voilà, et c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Bruno est décrit comme quelqu'un d'assez froid, d'assez distant, qui peut être colérique, quelqu'un qui est beaucoup sur la retenue, qui n'est pas très chaleureux. Pendant sa garde à vue, les enquêteurs vont apprendre à Bruno que Julie a succombé à ses blessures, qu'elle est décédée, et ils vont avoir face à eux une personne qui ne réagit pas. Il n'a aucune réaction, que ce soit verbale ou sur son visage. Il est froid, il est impassible. Et puis il va se mettre à parler, et il va raconter sa version, sa propre version des faits. Bruno nous explique qu'il s'est rendu ce matin-là au domicile de Julie alors que ce n'était pas prévu puisqu'il avait lui prévu de se rendre au stand de tir, raison pour laquelle il avait son arme avec lui. Bruno va raconter qu'il savait très bien que Julie avait une nouvelle relation avec un autre homme. Il ne l'acceptait pas et il voulait absolument voir Julie pour en discuter. Il va affirmer aux enquêteurs qu'il n'y a eu que 2 tirs, que c'était accidentel, qu'il n'a jamais voulu donner la mort à son ex-compagne. Mais au domicile de Julie, la section de recherche de Calvi va mettre à jour des éléments qui contredisent la version de Bruno. Les meubles sont déplacés, il y a des objets par terre qui sont cassés. Et puis, les éléments qu'ils vont trouver ne correspondent pas avec ce qu'a dit Bruno. Il n'y a pas 2 munitions par terre, mais 3. Les enquêteurs retrouvent ces 3 étuis percutés, c'est-à-dire 3 douilles. Donc on sait qu'il y a eu 3 tirs. Et ils vont faire une découverte qui va finalement tout changer dans le cours de l'affaire, un silencieux oublié sur le sol de la chambre des enfants. C'est pas du tout compatible avec une discussion pour essayer d'aplanir, selon ces termes, d'aplanir d'éventuelles difficultés. Pourquoi avoir doté son Glock 17, un semi-automatique de calibre 9, d'un silencieux s'il était venu uniquement pour discuter, pour avoir une conversation d'adulte? Les enquêteurs comprennent que derrière cet objet, il y a toute une préméditation.
Alors que la nouvelle du décès de Julie commence à se répandre sur l'île, ses parents, Violette et Lucien, qui vivent à 1200 km de là, ignorent tout du drame qui vient de se produire. Ce dimanche 3 mars, ils sont en plein déjeuner de famille lorsque le téléphone sonne. Et là, un coup de fil d'une amie. Allô Violette, t'as eu des nouvelles récemment de Julie? Je lui dis bah oui, je l'ai vue vendredi. Vendredi, quand Bruno est venu chercher les enfants, que c'était pas son jour, elle fait mais non, pas des nouvelles là, pas de vendredi, mais plus récemment, plus aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Je dis attends, aujourd'hui. Elle fait, je dis qu'est-ce qui se passe? Elle fait non, bah il y a des bruits qui courent, mais je te rappelle. J'ai dit oh là là, Lucien, il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Donc j'appelle l'amie de Julie et j'appelle et j'entends je suis désolée de vous l'apprendre, mais Julie a été tuée. Apparemment, j'ai hurlé. Ma belle-sœur, ma belle-sœur, elle comprenait pas. Et Lucien arrive et je lui dis, Julie est morte. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc j'ai pris le téléphone, j'ai rappelé, j'ai dit non, mais elle est blessée. Après, je me suis dit, ça peut être que lui. Hein. De toute façon, ça pouvait être que lui. Mais il dit non, elle est blessée. Et quand il m'a dit non, elle est morte, il l'a tuée, bon, ça a été fini. C'est-à-dire que pour nous, parents, et pour tous les parents, je pense que perdre un enfant comme ça, voilà, c'est un tsunami. Pouf. Et malheureusement, t'es loin. Tu peux que le prendre dans la gueule. Trois jours après le drame, le corps de Julie est autopsié et les conclusions vont contredire la thèse de l'accident avancée par Bruno. L'autopsie nous révèle que Julie a été atteinte par 2 tirs. Le premier dans le coude gauche. Celui-ci n'était pas mortel, mais ça semble correspondre justement au premier tir. En revanche, il y a un second tir qui est passé à la fois par le bras et par le thorax. Les lésions internes sont extrêmement graves, elles sont extrêmement sérieuses. Et d'après le médecin légiste, il s'agit d'un tir à bout portant, donc mortel. Donc ça ressemble vraiment à une exécution et ça ressemble pas du tout à un accident, à des coups de feu qui partent au cours d'une dispute. Non, c'est vraiment une exécution. Le mercredi 6 mars, Bruno est mis en examen. La qualification d'assassinat, elle est retenue d'entrée de jeu au moment de la mise en examen. Bruno va être placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Borgo. Et dans le même temps, les enquêteurs vont s'activer pour comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Ils vont enchaîner les interrogatoires avec différents témoins pour essayer de trouver la vérité. À la gendarmerie de l'Île-Rousse, les proches et amis de Julie sont convoqués pour être entendus. Ils sont anéantis,
Ils étaient au courant de ce qui pouvait se passer entre les deux, les humiliations et les actes, parfois les agressions, mais ils n'auraient jamais imaginé que Bruno passerait à l'acte et qu'il irait jusqu'à lui donner la mort. On parle beaucoup de violences d'ordre psychologique, avec des remontrances, de l'humiliation, des insultes, qui reviennent un petit peu à répétition, un comportement très froid, très autoritaire, très maniaque de Bruno, ça revient beaucoup dans les témoignages, et Julie qui s'efface petit à petit, qui s'éloigne de ses amis, qui se coupe un petit peu de tout le monde. Il y a la violence psychologique, mais il y a aussi la violence physique. Julie tente de le cacher à son entourage, mais il la frappe. C'est une femme battue. Julie reçoit fréquemment des coups, il la traîne par terre, il va la tirer par les cheveux, il va la pousser, la bousculer. Elle va être très fréquemment mise à mal et elle va tenter de cacher ses blessures, ses hématomes, ses bleus, ses griffures. Et ça dure pendant des années. Lors des auditions, les proches de Julie expliquent qu'ils avaient mis en garde la jeune femme au moment de sa séparation avec Bruno en 2018. Quand Bruno comprend que Julie est partie et qu'elle ne reviendra pas, son tempérament agressif va s'empirer. Il va la harceler de messages, d'appels, de menaces de mort. Il va l'attendre en bas de chez elle, il va la suivre partout et il va lui faire peur. Moi, je lui ai dit, de toute façon, Julie, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu vas porter plainte. Donc elle porte plainte, dès qu'elle peut faire des constatations, elle le fait. Et puis en fait, elle espère vraiment avoir la garde de ses enfants, elle fait tout pour. En début d'année 2019, le juge d'affaires familiales va donner la garde à Bruno. Il va justifier sa décision, notamment par le fait que les enfants vivent déjà chez leur père et il octroie un droit de visite et d'hébergement assez élargi à Julie. Mais manifestement, ça n'a pas suffi à Bruno. Le harcèlement continue, hein, il est toujours en bas de chez Julie. Julie ne sait jamais à quel instant elle va tomber sur lui. Et puis surtout, Julie a très peur parce qu'elle sait que Bruno a une arme, qu'il porte une arme sur lui et elle a très peur de ça. Au cours de l'année 2019, Julie a plusieurs fois dénoncé le comportement de son ex-compagnon aux autorités. En vain. Ben oui, il y a eu des plaintes. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5. Lucien en a déposé 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Oui, il y a eu des plaintes. 2 jours avant sa mort, Julie va se rendre à la gendarmerie et va apprendre quelque chose de terrible. Toutes ces plaintes et ces mains courantes qu'elle a déposées ces 6 derniers mois ont toutes été classées sans suite. Pour elle, c'est une énorme désillusion de voir qu'elle n'est pas prise au sérieux en fait. Toutes les violences qu'elle subit sont classées sous la description neutre et trompeuse d'un divorce conflictuel, d'une séparation conflictuelle. Elle tend une main qu'on ne prend pas et finalement elle se dit, et elle le dira d'ailleurs, il faut que je sois morte pour qu'on comprenne ce qui se passe. Pour se protéger, Julie avait donc décidé de réunir des preuves concrètes qu'elle avait confiées à une amie. Julie avait créé un dossier sur un ordinateur, sur l'ordinateur d'une amie, hein, un dossier qu'elle avait baptisé Julie. Et dans ce dossier, il y a des enregistrements, il y a des documents, et c'est des preuves glaçantes à l'encontre de Bruno. On y retrouve 37 photographies de blessures dont elle a été victime, des bleus, des hématomes, des cocards, ce genre de choses, et 57 enregistrements vidéo et audio de disputes qui auraient éclaté, durant lesquelles elle a placé un téléphone pour enregistrer. On a vu ces photos, il y avait quand même 37 photos, 37 hématomes. Ça a été une deuxième claque. On sait que les enfants, ils ont assisté à un certain nombre d'altercations entre leurs parents. Au-delà des insultes, au-delà des humiliations, il y a eu aussi des coups auxquels ils ont assisté. Et on le sait parce qu'on a des enregistrements d'un certain nombre de scènes de violence sur lesquelles on les entend.
Julie n'aura pas le temps de remettre ce dossier avec toutes ses preuves, ces enregistrements. Elle décédera avant. Et c'est une amie qui va porter cette preuve donc, à la gendarmerie, aux enquêteurs. Suite à ces nouvelles informations, une perquisition du domicile de Bruno est ordonnée. Son téléphone ainsi que son ordinateur sont saisis pour être examinés. On découvre aussi un certain nombre de recherches et quand on cherche les mots-clés qui ont pu être employés, on a peine pour homicide avec arme, avocat en droit criminel, partir vivre en Thaïlande, ce genre de recherches. Bruno, d'après ses recherches internet, comptait refaire sa vie, mais jamais il est question dans ses recherches de ses enfants. Bruno avait pris soin de déposer les cartes d'identité et les carnets de santé de ses 2 enfants à sa tati avant de finalement commettre l'irréparable. Ça prouve non seulement qu'il avait prévu de disparaître, mais en plus de ça, de disparaître sans ses enfants et de refaire sa vie ailleurs, mais sans eux. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est un geste d'impulsion. On est dans quelque chose qui a été prévu et dans quelque chose qui doit être exécuté. Après plusieurs mois d'enquête et grâce aux constatations balistiques, à l'autopsie et aux témoignages des voisins, les gendarmes parviennent à reconstituer la matinée des faits. Le 3 mars 2019, Julie est seule chez elle, elle n'a plus les enfants parce que Bruno a décidé de les récupérer de manière un peu anticipée 2 jours plus tôt. Elle est donc seule à son domicile lorsque Bruno vient taper à la porte. Elle le reconnaît tout de suite, elle lui ouvre la porte et puis il va lui dire qu'il veut discuter de certains ajustements au sujet de la garde des enfants et aussi de son nouveau petit copain. Il s'avère que Bruno entre dans l'appartement, qui referme la porte derrière lui. Ensuite, il s'avance vers Julie, il pointe son arme avec muni d'un silencieux. Et rapidement, il va la tenir en joue, proche de la chambre des enfants. Et c'est à ce moment-là, sans qu'on sache véritablement les contours de cette scène, que le premier coup va partir. Et il va la blesser au poignet droit. Le silencieux de l'arme tombe sur le sol. Donc Julie est blessée, elle perd du sang et elle se dirige en fuite vers le balcon. Bruno va tenter de tirer une 2e fois, mais il la rate. Elle est sur le balcon, elle perd du sang, Bruno la rejoint, il y a une sorte de corps à corps, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé précisément. Il va tirer à bout portant avec Julie en face de lui, qui est au sol et lui debout, et il va lui tirer dans le thorax. Il laisse absolument aucune chance à Julie. Son geste traduit une envie de la tuer et il se retourne et il part comme il est arrivé en sachant que Julie est à l'agonie et qu'elle va perdre la vie si on ne lui prodigue pas les premiers secours. Mais il s'en va. Bruno, au maximum, aurait passé 4 minutes dans le domicile de Julie. Dix mois après le meurtre de Julie, et alors que toutes les constatations ont été faites à son domicile, sa famille est autorisée à récupérer ses affaires. On te donne les clés, on te remet les clés de l'appartement où elle a été tuée, et tu dois nettoyer l'appartement parce que c'est pas le tien. Et tu rentres, tu vois la scène de crime réelle. C'est-à-dire que tant qu'on te l'a expliqué qu'elle a été tuée dans la chambre des enfants, tu vois pas les traces de balles, tu vois pas le sang par terre, tu vois pas les petites culottes, les soutiens-gorge qui traînent sur le sèche-linge, tu vois pas le café qui est dans la cafetière depuis 10 mois, et tu rentres dans tu te dis c'est là quoi, tu vas sur le balcon et tu t'imagines l'endroit où elle a été tuée. C'est un deuxième tsunami, ça. Ça, c'est une deuxième claque. C'est-à-dire que le 3 mars, on a pris une claque de la joue droite et le 17 décembre, 10 mois après, j'ai pris une autre dans la figure. Pour Lucien et sa femme,
La peine est incommensurable. Mais le couple refuse que l'on oublie leur fille. Donc les mois étaient énormes hein, après ce meurtre. Il y a des marches blanches qui sont organisées. Il y a eu du monde. Il y a eu, je crois, entre 3 et 4 000 personnes. Et je veux dire, Julie n'a pas 3 000 ou 4 000 amis. C'est des gens qui sont touchés, qui se sentent concernés et qui sont venus, quoi. Ça fait chaud au cœur de savoir que votre fille a été aimée. Ça a été une marche incroyable. Ça a été un moment de recueillement, voir cette foule, ces enfants qui étaient là, même ceux qui ne connaissaient pas Julie avaient ce besoin d'être là, ont été très touchés par ce meurtre. Et la mairie de l'Île-Rousse va avoir un geste symbolique envers les parents et les proches de Julie, puisqu'ils vont inaugurer un banc rouge qui lui est dédié à Julie avec son nom, son prénom, sa date de mort. Et c'est une manière de ne pas oublier, mais aussi de rendre hommage à toutes ces femmes qui sont tombées sous les coups de leur conjoint et qu'on n'a pas forcément écouté. Ce banc, il est là pour ça. Deux ans après le meurtre de Julie, le procès très médiatique de son ex-compagnon Bruno s'ouvre. L'homme comparaît pour assassinat et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il y a une mobilisation sans précédent, j'ai envie de dire, avec énormément de journalistes, mais également énormément de personnes, de civils qui se sont déplacés. Moi, j'appréhendais parce que j'étais dans l'inconnu. On ne sait pas ce que c'est. On voit à la télé, mais c'est jamais comme à la télé. Hein. Donc dans la salle d'audience, il y a toute la famille hein, qui est là, sur les bancs des parties civiles. Tout le monde est du côté de Julie. Et du côté du box des accusés, il n'y a qu'une seule personne, c'est la sœur de Bruno, qui est là pour soutenir son frère. Dans le box des accusés, Bruno se présente. Il est nonchalant, il arrive le crâne rasé, le regard un peu vide. Il n'a aucune émotion sur son visage. On a l'impression qu'il arrive ici sans rien attendre. Il subit presque un peu le moment. Tout l'enjeu du procès est de démontrer le caractère violent et dangereux de Bruno. Alors l'avocate générale décide de frapper fort en révélant un document accablant. Pendant le procès est diffusée une vidéo qui est en fait issue d'une vidéosurveillance qu'avait installée Bruno au domicile de sa mère qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et sur cette vidéo, on voit Bruno qui s'en prend à sa mère, d'abord verbalement assez violemment et puis aussi physiquement. Je vois, et quand j'entends sa mère faire aïe aïe aïe, je me lève, je crie dans la salle, je dis c'est un monstre, et je crie, je hurle et je sors. Les images sur lesquelles Bruno bouscule sa mère de manière très violente, ça va provoquer un émoi pas possible dans la salle. On va entendre des pleurs, on va entendre des cris. J'imagine ce qu'il a pu faire à Julie. Quand elle me disait il aimait bien me prendre par les cheveux, me rabaisser à terre, j'ai vu ce qu'il a fait à sa mère, je peux imaginer ce qu'il a fait à Julie. Malgré les éléments accablants, Bruno demeure impassible et continue de plaider l'accident. Durant tout le procès, Bruno ne va pas avoir un seul mot pour son ex-compagne, pour la mère de ses deux enfants. Il ne va jamais prononcer son nom. Il n'y a pas non plus eu de mots d'apaisement ou de mots de regret vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de la famille. Il n'y en a pas eu et
Je pense que c'était quelque chose de très très marquant. Moi, j'ai pas besoin d'entendre ses excuses à ce monsieur. Je sais ce qu'il a fait. Je sais comment il a fait. Je sais que c'est pas qu'il me demande pardon. De toute façon, il va me demander pardon de quoi? D'avoir tué ma fille. Mais jamais je lui pardonnerai. J'ai voulu assister à ce procès. Je n'étais pas prête. En fait, le procès m'a littéralement détruite. Je m'étais pas préparée à ce que j'allais voir, à ce que j'allais entendre, à ces photos de Julie qui ont été diffusées pendant le procès, à ces vidéos, à ces cris, ces audios qu'on a pu entendre. Pour les proches de Julie, les 5 jours de procès sont éprouvants. Tous attendent désormais le verdict. Il ressort des débats que personne n'est dupe, hein, que Bruno est un homme violent et qu'il avait prémédité son geste, et ça va se répercuter notamment sur le verdict. Après 3 heures de délibération, ce qui est un temps très court en réalité dans ce genre d'affaires, Bruno va être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans et la déchéance de son autorité parentale sur ses 2 enfants. Je crois qu'il y a beaucoup de choses dans ce dossier qui justifient le quantum de la peine. C'est la première fois en France qu'on a cette peine pour un féminicide. J'ai crié ma joie, j'ai levé la tête et j'ai dit à Julie, tu seras fière de nous. Mais voilà, c'était, pour moi, ça a été une victoire, mais ça ne rend pas Julie. Mais Bruno a fait appel de sa condamnation et lors de son procès en appel en janvier 2023, il est finalement condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il a volé une maman, il a volé une fille, il a volé une sœur, il a volé une amie. Bruno ayant été déchu de ses droits parentaux, la garde des enfants a été confiée à leurs grands-parents, Violette et Lucien. Ils ont un père assassin, ils ont une mère assassinée par leur père assassin. C'est terrible pour les enfants. Nos petits-enfants devraient être avec leur mère, devraient vivre avec leur mère, c'est elle qui devrait faire les devoirs, et nous on devrait aller faire les cons avec eux, rigoler sur la plage. Et ben non, on a pris le rôle de maman et de papa, et malheureusement, c'est pas la vraie vie. C'est pas ça la vie, quoi. Moi, tous les matins, au-dessus de la chambre, au-dessus du lit à Anthony, il y a une petite image, une petite photo de Julie. Et tous les matins, quand je vais faire le lit, je mets mon doigt sur Sophie. Alors, où je suis en colère, j'écris dessus. Bien, je lui parle, je lui demande si là où elle est bien, si elle n'a pas froid, si elle nous voit, bon, je lui parle. Régulièrement, 1 fois par jour, je m'assois et je pense, et puis ça coule. Et ça, malheureusement, je peux pas l'empêcher, c'est comme ça. Et je pense que c'est à vie. Julie restera une trace indélébile. Julie, Julie, elle est là avec nous, avec vous.